Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier numéro de Spurs Break. Un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui Clément, c'est le patron du site de la Spurs Nation France. Salut Clément. Salut. Benjamin, c'est lui qui tient le compte Twitter de la Spurs Nation France. Et c'est lui aussi le fou qui fait des live tweets pendant les nuits où il y a un match des Spurs. Salut Benj. Et bonsoir. Et Jules, un fan des Spurs bien fidèle qui ne loupe aucun match. Salut Jules. Salut. Spurs Break, épisode 1, c'est parti. Avant de commencer, petit détail, on enregistre le soir du 16 décembre, comme c'est le premier épisode, et il faudra un peu de temps avant qu'il sorte, faire le montage, et bien d'autres choses. Donc le premier sujet, les gars, c'est le début de saison décevant des Spurs, et notamment au niveau de la défense. En première partie de l'émission, on va parler du rôle des joueurs, avant de se concentrer plus particulièrement cas par cas sur des joueurs. Les gars, est-ce que vous avez un truc à dire sur la défense en général ? Alors moi je voulais juste commencer Thibaut juste avant. Ouais. En fait, pour avoir fouillé un peu, parce qu'on se plaint tous d'une saison décevante, donc elle est forcément décevante, hein. Mais en fait au niveau du bilan, si on compare à l'année dernière, exactement à la même période, donc à 25 matchs, l'année dernière on était à 11-14, donc on n'est pas si différent d'aujourd'hui, on est à 10-15. En fait, c'est vraiment dans l'attitude des joueurs où là, c'est vraiment désastreux, quoi. Il y a aucune envie. L'année dernière, on espérait encore toucher les playoffs. Là, l'attitude qui est montrée, elle est juste désastreuse. Bah en fait, au niveau du bilan, on est quasiment pareil, mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est vraiment qu'il n'y a aucune amélioration qui est montrée, quoi. Après, la saison mais est-ce que l'année dernière, tu avais le souvenir qu'il y avait une amélioration? J'étais pas aussi désespéré que ça l'année dernière. Ça, je m'en souviens. Il y avait encore de l'espoir. La saison dernière était globalement décevante, mais c'est vrai qu'il y a eu un virage, je sais pas à quel moment de la saison, mais c'est vrai qu'on a fait un très mauvais début de saison. Et ensuite, c'était plus intéressant, il s'est passé plus de choses. Et à la fin de saison, on a fait un très beau fort. mois de janvier pour revenir à flot. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais même la fin du mois de décembre était très beau. Décembre-janvier, on s'est sorti les doigts. Exactement. Et donc, du coup, cette saison, qu'est-ce qui va pas dans l'attitude des joueurs, les gars ? Jules, peut-être ? L'envie. Il n'y a aucune envie des joueurs. Genre, il n'y a pas un seul joueur, à part... Enfin, s'il n'y en a qu'un, en fait. Il n'y a que Patty Mills, qui montre tous les soirs le frère. L'envie de gagner. C'est-à-dire que des fois, il va y avoir DeRozan, des fois, il va y avoir White. Mais alors, les autres, c'est catastrophique. Et on voyait ça avec Bellinelli, surtout, au début de saison. Et aujourd'hui, Aldridge qui... Aldridge, depuis le début de saison, c'est une catastrophe. Oui, il est horrible. Mm-hmm. Ouais, on va passer au zoom sur les joueurs après, mais c'est clair que, comme a dit Jules, quand on voit Aldridge qui prend même pas la peine de monter sur les shooters, et alors parfois il lève le bras, mais parfois c'est même pas il lève le bras, quoi. Et puis de toute façon, il se fait dépasser en drive, donc c'est une catastrophe de A à Z. Il a aucune implication. Et puis le pire, c'est qu'il n'y a pas que lui, quoi. C'est vraiment tout le monde pareil, c'est impressionnant. Défensivement, j'ai l'impression que tout le monde est perdu. Ouais, tout le monde est perdu. Toutes les bases qu'on a construites la saison dernière sont complètement perdues. Même en défense, il n'y a que Patty Mills qui, même s'il est extrêmement limité, il n'y a que lui qui montre de l'envie. Il se bat à travers les écrans, on voit qu'il est concentré. Sinon, les autres, ils sont en mode, nos entre guillemets défenseurs, donc Dejounte Murray, Derrick White, ils sont en mode automatique. Donc ils font le taf, mais on sent qu'ils sont pas dedans. Et les autres, DeRozan, quand il vient en aide, il retourne pas sur son tireur. Il se fait passer par n'importe qui. Aldridge, quand il sort de la raquette, c'est une catastrophe. En fait, il y a Polt qui montre aussi qu'il montre aussi de l'envie. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais à part ça, Bryn est assez énorme. Bryn Forbes, il est apathique, c'est terrible. Et ben parlons des joueurs c'est justement. Un fantôme. On va parler de LaMarcus Aldridge.
Je crois que c'est Clément. T'évoquais Lamarcus en premier. Qu'est-ce que vous avez à dire sur lui? C'est des attitudes, vous dites, Bah moi, alors sur moi les, j'ai sur les juste shooters relevé ouverts. quelques stats Ouais. comme ça pour comprendre ce qui allait pas en fait. Bon, cette année il a 18,8 points. Bon, 51,9% au shoot, donc c'est pas si terrible que ça. 7 rebonds. La saison dernière, il était à 21,3 points, 9 rebonds. Donc Qui voilà, est il a modeste baissé un dans les peu stats. à ces niveaux-là. Mm. Mais bon, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est même pas statistiquement que ça va pas, c'est vraiment dans l'attitude, quoi. On dirait qu'il a plus envie de jouer. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi il voulait revenir à Portland, donc ça fait un moment qu'il en parle, mais là, on dirait que c'est plus vrai que. Enfin, c'est impressionnant. On dirait que s'il pouvait partir, il partirait, quoi. Benjamin, qu'est-ce que Et tu as à donc, nous dire sur ça? Bah, je vais suivre ce que disait Clément, mais on dirait qu'on retrouve la Marcus de la dernière saison de Kawhi, qui Je était crois que c'est en apathique, 2016, ouais. de la saison 2016-2017, Ouais, ouais, ouais. où il est absolument pas servi, où il fait vraiment la gueule, il est vraiment pas bien. On a l'impression de retrouver ce Lamarcus-là, Ouais. sauf qu'en plus, lui, il est servi. On a eu des matchs où effectivement il était un peu oublié, mais lui, quand il est servi au poste, tout ce qu'il fait, c'est essayer d'enfoncer son défenseur. Ses fadeaway, il en tente plus beaucoup, et quand il les tente, il les met pas. Ses shoots, c'est catastrophique. Il y a presque plus aucun pick and pop qui passe par lui. Il marque presque plus que sur des putbacks ou des passes sous le panier, des choses comme ça. Mhm. En pick and roll, Alors que son fadeaway, par exemple, c'est son signature c'est move. son Il arme le fait numéro même 1, il plus, s'en quoi. sert pas. Mhm. Mais il a vraiment aucune implication. C'est terrible. C'est vraiment. Ça fait très très mal de se voir à ce niveau-là. Et même si les stats, on peut dire qu'il fait une saison moyenne, en fait, il fait une saison horrible. C'est Ouais. catastrophique ce qu'on voit. C'est surtout en fait au niveau du net rating pour Ouais. continuer sur les stats que j'avais chopé un peu. Qu'est-ce que Mais c'est en quoi le fait, net en rating, offense. Clément? Parce que Ben, en pas fait, sûr que tout le monde sache ce que il y a, ouais, donc il y a des ratings en fait qui sont à l'offensive et au défensive. En fait, Ouais. c'est sur 100 possessions. Le Je nombre de crois qu'à points marqués l'offensive. avec un joueur. Ouais, voilà, Voilà. et c'est Et ça. le nombre de points encaissés par l'autre. Pour Et le donc, défensif. en fait, sur cette stat-là, on est à 104. Quand Lamarcus Aldridge est sur le terrain, on est à 104,9 points marqués pour 100 possessions. Quand on en prend 112,9. Donc, on est un net rating. Donc, le net rating, en fait, c'est la différence entre l'offensive et le défensif, tout simplement. On est à moins 8. Je crois que c'est un des pires joueurs à avoir ce net rating aussi négatif, quoi. Et quand il n'est pas sur le terrain, on a un net rating de plus 5. Donc, faut quand même se dire qu'il y a un problème quand il est là, quoi. Et pour poursuivre avec ces stats, j'en ai trouvé une qui est alarmante. Évidemment, il ne faut pas prendre les stats comme argent comptant, il y a beaucoup de contexte à poser, tout ça. Mais là, j'ai trouvé ça sur le compte Ardout Paroxysm Basketball, @HP Basketball, sur Twitter, qui a fait une comparaison du plus-minus de Lamarcus, de chaque joueur des Spurs avec et sans Lamarcus sur le terrain. Par exemple, Patty Mills, avec Lamarcus, il est à plus 1, sans Lamarcus, il est à plus 64. Dejounte Murray, avec Lamarcus, il est à moins 83, avec il est à plus 2. Et une petite dernière pour la route, avec Jacob Poeltl, quand il est aligné avec Aldridge, il a un moins 13 de plus-minus. Et quand Aldridge est sur le banc, un plus 57. La différence est hallucinante. L'année dernière, on n'avait pas la meilleure défense de NBA non plus, et on s'était dit, les fans des Spurs étaient assez impatients de voir le retour de Dejounte Murray, et on avait Derrick White. On s'est dit l'année prochaine, on aura un backcourt Derrick White, Dejounte Murray, ça va être le feu de Dieu. Ça va être fou en On va être la défense. meilleure défense NBA. Et pourquoi, alors que les deux joueurs sont là maintenant, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, ce duo d'arrière défensif? Alors, Bah, parce qu'ils jouent pas ensemble, ouais. déjà. Bon, déjà, ouais, commencer, voilà, Jules, ils jouent peut-être. pas ensemble. Ouais, déjà, ils jouent pas ensemble, mais juste si on prend Dejounte Murray, par exemple, il a une tendance à passer sous les écrans, déjà. Défensivement, ça me gave. Je sais pas si c'est le système qui fait que lui, il prend toujours sous les écrans ou pas. J'ai pas fait gaffe aux autres, parce que j'ai regardé que lui. Non, mais quand on passe Mais par-dessus, on se perd dedans. Donc, et quand on passe dessous, on laisse les shooters. oui, Donc, c'est une catastrophe quoi qu'il en soit. Mais... c'est par Trae Young, je crois qu'il avait pris la sauce, non, au début de saison. ouais, non, mais on a pris la sauce Je par crois tout que le monde, hein, à peu près. oui. Bon, dès qu'il y a un extérieur qui shoot un peu, de toute façon, on se fait défoncer. Mais c'est catastrophique à quel point il ne fonce pas. Enfin, genre, il contourne tranquille son écran et puis il se prend le shoot dans la Ça, gueule j'ai et puis l'impression que c'est c'est un peu terminé. général, cette attitude Enfin, autour des écrans, et on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, notamment sur le coaching. Ouais.
Et en contre 1, est-ce que vous voyez des améliorations est-ce qu'il y a des moments où on voit Dejounte qui stoppe le meneur adverse, on voit Derrick White qui met des stops totales Dejounte a des très bonnes périodes. Ouais. On l'a vu contre les Suns où il fait un style très important. Non, c'est pas Timmy qui fait un style, mais c'est contre Cleveland, je crois, où il fait presque 2 styles d'affilée, où il est très impressionnant sur les interceptions, Dejounte. En 1 contre 1, Derrick White, Dejounte Murray, ils n'ont rien à se reprocher, ils sont très bons. Mais c'est vraiment dans la défense collective que ça pêche, et c'est pas seulement eux, c'est toute l'équipe qui est dans cet état-là. Moi, Thibaut, je voulais juste revenir sur Dejounte et comme ça, je pique un peu dans la première partie qu'on a vue, mais je voulais revenir sur une phrase que Paul, un rédacteur de la SNF, Ouais. avait sortie une fois, et dans un article que j'ai trouvé hyper intéressante. En fait, il disait que l'arrivée de Dejounte a rompu un équilibre, en fait. On a l'impression que toute l'équipe s'est dit, bon, ben, on a récupéré un super défenseur, ça va le Ouais. faire. Et du coup, plus personne fait d'efforts et on retrouve plus la solidarité de l'an dernier. Donc Mais le vrai problème avec ça, c'est que normalement, au bout de 20 matchs, tu es censé voir une amélioration. Les joueurs qui se Ouais. disent, bon, ça va pas se faire tout seul, il faut se sortir les doigts, mais c'est de pire en pire. Maintenant, on commence à faire des aides défensives, mais on revient pas sur le joueur quand il est. Après, là, Les aides défensives c'est dégueulasse. là, il y a le mental, je pense, qui rentre en compte. Là. Au bout d'un moment, Ouais, mais avec l'accumulation, le mental, il y est plus, quoi. Non, mais vas-y, Il y est plus tout. c'est à un moment, tu t'es bien censé. Tu fais des efforts. Il n'y a aucun Est-ce effort qu'il qui n'y a est pas un fait. manque Ouais. de leader défensif et de leader en général dans cette équipe? On va évoquer ensuite Patty Mills, qui est censé être, enfin, qui est celui qui représente la culture Spurs, qui est là depuis le plus longtemps. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de leader dans cette défense? Bah si. Mais on pensait que ça allait être Dejounte. Ouais, c'est un leader tout court qui manque. Mais on pensait que Dejounte allait prendre le Même vu que leadership en Dejounte- défense. Sauf que c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Mhm. C'est parce qu'il revient de blessure et c'est pas encore le moment C'est surtout pour que lui de devenir un leader? je pense pas qu'il ait le niveau d'être titulaire déjà en NBA aujourd'hui. Non, clairement, là, Et, il l'a pas. Là, il l'a pas. Sa saison est trop décevante pour qu'il se concentre sur autre et le chose que sur problème, lui. À un moment, il doit se c'est concentrer sur son jeu. offensivement. Hein. Parce que défensivement, Dejounte, bon, sur l'homme, il est très bon et tout. Offensivement, c'est catastrophique. Parce que déjà, à chaque fois qu'il fait un Bah, steal, une il fois est sur deux, il incapable perd de la balle. créer, quoi. Les transitions, il les gère pas du tout. Il Et gère pas du tout les transitions. dès qu'il drive, il va s'empaler sur les deux intérieurs adverses n'importe comment. Il a il montre en tout cas aucun QI, comme on avait pu le voir sur sa saison avant sa blessure, où vraiment il était beaucoup plus juste dans son jeu. Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est que sa force, c'est clairement la transition, le jeu en transition. Et comme vous avez dit, il est trop. Il y a trop de pertes de balles, il y a trop d'erreurs en fait quand il est Il en est trop transition. fou. La transition, ça pardonne pas, c'est du jeu rapide, donc il suffit que tu perdes la balle et c'est fini. Et une fois et quand il n'est pas en transition, Dejounte a plus de 2,2 ballons perdus par match. ouais, c'est ça. Et quand il est sur Ouais, demi-terrain, deux il ballons est perdus. incapable de créer du jeu. Incapable de créer du jeu. Donc, C'est pour ça qu'il est souvent associé à Patty Mills. c'est pour qui, ça lui- qu'il est sur le banc, quoi. Et Patty Mills, c'est pas un excellent créateur, mais lui, il arrive à prendre soin du ballon. Ouais. Mais Dejounte aussi, franchement, il a eu 1 an pour travailler son shoot avec sa blessure, mais ça va pas du tout son shoot. Il est pas du tout en confiance, c'est vraiment ça le problème. À mon avis, en Mais confiance, avec un peu de temps, il prend un rythme, à mon avis, il va bien il y a finir aussi par la- rentrer ses shoots. Mais là, c'est vraiment. Sur les derniers matchs, il commence à prendre des shoots à mi-distance. Il commence à en mettre un peu. Ouais, les 3 points, Ouais. par contre, les 3 Ouais, points, ça ça commence à rentre un faire peu, peur. Il ouais. commence à les il refuser, les refuse à préférer rentrer comme un bourrin dans la raquette. et perd la balle. Et perdre la balle. Mais du coup, à mon avis, c'est vraiment un manque de confiance. C'est Ouais. un peu l'école des Rosanne aussi, de refuser ses 3 points ouverts et de rentrer dans la raquette. Évoquons maintenant du coup le cas d'Emar des Rosanne. Sur la défense et son attitude en général, qu'est-ce que transition. vous avez à m'en dire? Merci beaucoup. Ouais. Clément, peut-être? Bah, DeRozan, bah, je sens que Ben, je me lance sur le sujet piquant. Je suis au taquet. Vas-y, énerve-toi, Parce qu'on Clément, est. vas-y. Non, parce qu'on se bat sur DeRozan. Moi, j'en peux plus de ce joueur. Sincèrement, c'est le seul qui tient la route, mais on attend tellement de lui que ce qu'il propose, on peut pas s'en satisfaire en fait. Ouais, bah, Il c'est nous pas fait sa des- faute. Ouais, non mais. Bah si, c'est sa Lui, faute. Pourquoi ce serait mais pas non, sa il joue faute tout seul. Bah, il joue tout seul. On en attend trop, c'est Bah, ça il le joue- problème. Il joue Il tout joue tout seul. seul. Enfin bon, C'est- moi c'est- je vais vraiment prendre un échantillon, mais quand on regarde ses quatrième cartons, c'est un désastre.
C'est un Ces désastre derniers, dans alors, la gestion du jeu, c'est un désastre dans la gestion de l'attaque, Bon, la défense, de toute façon, il a jamais été bon là-dedans. Et encore, je trouve que parfois, il fait des efforts, mais dans l'attaque, dans les lancers francs, je veux dire, alors, je vais me permettre de mettre un peu de nuance. C'est pas, alors, effectivement, il est dégueulasse au lancer franc sur les dernières minutes des matchs. Sur les 5 dernières minutes, quand l'écart est de plus ou moins 5 points, il tire à 45% cette saison au lancer, ce qui est ignoble. Et sur la dernière minute, quand l'écart est de plus ou moins 5 points, je crois, ou 3, il tire à 25% au lancer. C'est absolument catastrophique, mais j'aimerais mettre une nuance. Le problème, c'est pas le quatrième quart-temps, c'est la fin de quatrième quart, et c'est le fait que Pop lui donne la balle, il lui dit sûrement fais-nous gagner. C'est-à-dire qu'il y a les systèmes qui sont mis en place, ils sont soit mal exécutés, soit il n'y a pas du tout de système. C'est DeRozan remonte la balle, il essaye de lancer un pick and roll, quelque chose, mais évidemment, les adversaires ils vont blinder la raquette. Par exemple, un exemple marquant de ça, c'est les possessions de fin de match pour la gagne. Ça fait depuis le début de la saison dernière, donc ça fait 1 an et demi que nos systèmes pour la gagne, c'est des ISO à DeRozan. Pourtant, La seule exception, on a vu un shoot pour Bellinelli on a eu sur le quelques match où on exceptions. gagne, là, sur le match où ils nous envoient en prolongation, et on a vu le shoot de Patty il y a quelques jours. Là. Voilà, donc, et puis le système est très bien exécuté, ça joue très bien, il n'y a pas de souci, mais la grosse majorité en fin de quatrième quart-temps, les dernières possessions, c'est DeRozan en ISO. Et vu que évidemment l'adversaire blinde la raquette, il est obligé de sortir un step back ou un step aside à mi-distance. Et si tu m'étonnes, ça rentre pas. Step aside, c'est un step back sur le côté en fait. et évidemment, ça rentre pas. Mais à mon avis, il en prend trop sur la gueule, alors que c'est le seul qui se donne à fond pour ça. On l'a vu par exemple le dernier match contre les Lakers, où on est à moins 11, moins 12. Il met, je crois, 14 points d'affilée. Il lead l'attaque sur tout, c'est le milieu du quatrième quart, je crois. Et puis en défense, il n'y a personne qui suit. Je crois, lui, bon, c'est DeRozan, hein, mais il n'y a personne derrière qui suit. Il n'y a aucun stop qui est fait. On se fait pisser dessus par Dwight Howard. Mais le seul qui essaye de tenir. C'est pas Dejounte qui met 14 Ça, c'est points le premier match, je crois. Le deuxième match, c'est DeRozan. Ah. Ou alors ils sont. En tout cas, je sais que DeRozan a fait un quatrième quart contre les Warriors absolument incroyable. Et évidemment, il n'y a personne qui suit et on perd de 15 points à la fin. Donc, à mon avis, DeRozan en prend beaucoup trop sur la gueule, alors que c'est le seul qui essaye d'être le leader de cette équipe. Non, mais dans ce cas-là, il faudra. Bon, de toute Je suis façon, on va en d'accord parler. avec toi, On va parler de Pop après, mais il faut que Pop arrête de lui donner des ballons. Alors, enfin, on l'a oui, vu là. c'est ça. On l'a vu là. Mais tu veux les donner à qui? Bah, je sais pas, mais il faut Tu qu'on lances arrête des de lui systèmes, donner à des mon ballons. avis, tu donnes. Quand il est là pour provoquer des fautes, il n'arrive pas à mettre ses lancers francs et il est incapable de gérer l'attaque. DeRozan, c'est un constat qui est terrible vu le calibre de ce joueur, mais DeRozan ne doit pas être l'option principale dans les fins de match serrés. On fait un break dans le Spurs Break pour la chronique de Clément, où tu nous parleras chaque mois d'une anecdote sur l'histoire des Spurs. Mais je crois qu'avant, tu as un petit mot à dire. Ouais, carrément. Mais en fait, je voulais juste faire une petite dédicace à Winston du compte Twitter PistonFR, qui en fait publie depuis cet été un podcast tous les 15 jours environ. Et ça parle de l'histoire des Pistons, de la franchise de Détroit. Ça s'appelle les Chroniques de Motor City. Et franchement, c'est un bonheur à écouter. Qu'on soit fan des Pistons ou pas d'ailleurs. Il y a des anecdotes incroyables. Tout à fait. C'est juste génial. C'est bien travaillé, le texte est clair. Franchement, c'est un plaisir. Et je rajouterai un petit big up aussi parce qu'il nous a un peu aidé pour la conception du podcast. C'est vrai, exactement. Et on l'en remercie. C'est clair, gros donc voilà, sans rougir, je me suis un peu inspiré de ce qu'il fait parce qu'on partage tous les deux la même passion pour l'histoire. Et voilà. Et ben, la chronique de Clément, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du célèbre et iconique Rodeo Road Trip des Spurs. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une série de plusieurs matchs d'affilée que l'équipe joue à l'extérieur. En moyenne, c'est aux alentours de 7-8 matchs, sur une période de 2 à 3 semaines, et qui a lieu toutes les saisons pendant le mois de février. Et ce qui s'apparente au début à une série de matchs assez banale, va au final devenir un mythe à San Antonio, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette rubrique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les Spurs ne sont pas la seule franchise à subir une longue période en dehors de la ville, c'est aussi le cas des deux franchises de Los Angeles, les Clippers et les Lakers, qui doivent laisser le Staples Center aux mains des Grammy Awards durant le mois de février. Et jusqu'en 2016, les Bulls de Chicago libéraient le United Center pendant 2 semaines pour laisser place à des représentations de cirque. Alors les deux premières questions à laquelle on va répondre, c'est pourquoi ce Rodeo Road Trip existe-t-il et depuis quand ?
Eh bien en fait, il est assez récent puisqu'il n'existe que depuis 16 ans, depuis la saison 2002-2003 et notre transfert de salle, où on est passé du gigantesque et iconique stade de football à la Modome vers la toute nouvelle salle SBC Center, qui est en fait l'ancien nom de l'actuel AT&T Center. Les Spurs avaient demandé depuis plusieurs années à jouer dans une vraie salle de basket, et c'est chose faite en 2003 avec ce tout nouveau complexe Omnisport. En plus des Spurs, ce SBC Center accueille l'équipe de hockey locale des San Antonio Rampage. Il accueillait jusqu'en 2017 notre équipe de WNBA, les Silver Stars, qui ont déménagé vers Las Vegas, et il héberge chaque année le San Antonio Stock Show and Rodeo. C'est d'ailleurs ce dernier qui nous intéresse le plus. C'est un véritable événement aux États-Unis avec plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Et c'est en fait une immense foire, un grand festival autour de l'univers cowboy, avec des représentations, des concerts, de la gastronomie, des jeux et des concours. C'est donc cet événement qui se passe tous les ans en février, qui a donné son nom au légendaire road trip des Spurs et qui oblige l'équipe à quitter San Antonio pendant 2 semaines. Jusque-là, rien d'insolite. Mais en fait, ce qui devait être à la base un défi de devoir jouer aussi longtemps à l'extérieur, voire un gros déséquilibre par rapport aux autres équipes de la NBA, va devenir un vrai terrain de jeu pour les Spurs. Parce que c'est pas une surprise, les matchs à domicile c'est toujours plus simple à gagner avec le public qui soutient les joueurs derrière. Et si jamais il y a une série de défaites à l'extérieur, le meilleur moyen de la briser c'est de retourner jouer à la maison. Là les Spurs enchaînent plus de 7 matchs à l'extérieur. Eh bien la franchise de San Antonio va complètement inverser cette tendance et carrément retourner ce rodeo road trip à son avantage en créant une légende et en devenant une menace pour les autres équipes lors de celui-ci. Dès le premier rodeo road trip, en 2003 donc, les Spurs vont tout rafler sur leur passage et finir avec un bilan de 8 victoires pour 1 défaite. Ils vont enchaîner la saison d'après avec 6 victoires et 1 défaite, et pendant 4 ans le bilan va être complètement irrationnel et va déjouer toutes les probabilités. C'est à partir de ce moment-là que la légende va naître. A ce jour, on est à plus de 130 matchs joués durant ce rodeo road trip en 16 saisons. Les Spurs ont un pourcentage de 65,3% de victoires. Et d'ailleurs, la saison dernière, c'est le pire rodeo road trip de l'histoire de la franchise avec 1 victoire et 7 défaites. Si on enlève le bilan de la saison dernière, on est à plus de 70% de win. C'est complètement hallucinant. Donc même si la saison est mal partie, on espère que cette année on va faire revivre la tradition et exploser ce rodeo road trip. Bon en plus, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais j'ai un pari à tenir. Si les Spurs font moins de 50% de victoire, je dois arriver à l'AT&T Center avec un maillot de Ray Allen lors de mon voyage à San Antonio en mars. Et bon, je suis trop jeune pour mourir. Je finis juste avec une petite parenthèse, on est sûrement une des fanbases les plus chanceuses en NBA au niveau des étrangers, car qui dit longue série de matchs à l'extérieur dit forcément longue série à domicile pour équilibrer. Donc lorsque les fans veulent organiser un road trip à San Antonio pour voir quelques matchs, il suffit de venir en mars pour avoir la chance de voir 3 ou 4 matchs dans la même semaine. Et ça c'est plutôt cool. Alors merci Clément pour ta chronique, c'était assez cool, on a appris beaucoup de choses. On va parler maintenant de Papy Pop. On l'aime tous énormément ici, j'avoue que le podcast a failli s'appeler Popcast d'ailleurs. Mais c'était déjà pris. Et c'était déjà pris, absolument. Donc c'est la merde, quoi. On a dû changer. Mais c'est pas vrai que ça nous va bien. Il y a Alex de Trash Talk qui parlait de la motivation de Coach Pop et qui parlait de son attitude et de sa façon et du fait qu'on ait un bilan un peu catastrophique et qui évoquait toutes les choses qui lui sont arrivées dans la vie. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'il y a une perte de motivation et une perte il est moins inspiré. Est-ce que vous pensez qu'il est moins inspiré, Papy Pop? Moins inspiré peut-être, moins motivé, j'y crois pas. Ah Ok. bon? Moi j'y crois. Moi j'y crois aussi. Moi je crois qu'il est moins motivé. Moi je crois qu'il a. Déjà bon, il y a eu la perte de sa femme, si je me souviens bien, l'année dernière. Ou C'était l'année les d'avant. playoffs 2 ans. d'il y a 2 ans. D'accord, ouais. Ok. Donc ouais, il y a eu la perte de sa femme, il y a eu cet été avec la Team USA qui était hyper décevante. Il y a eu le retrait de maillot de Tony P parce que peut-être que c'est pas grand-chose, mais au final c'est quand même toute une époque où il faut faire une croix, quoi. Donc et puis quand on voit son attitude en fait au bord du terrain, sincèrement je pense que là il commence à en avoir marre. Moi, Qu'est-ce moi, qui je qu'est-ce qui pense te fait dire ça que sur l'attitude dans les fins de match? C'est quoi? C'est des moments où... Bah, bon déjà, on le voit toujours gueuler sur la non-défense de nos joueurs qui est absurde, hein.
Mais je crois que c'est sur le match face au. Aidez-moi, contre qui on a joué le dernier match? Suns. Face aux Phoenix. Suns, à Mexico d'ailleurs. Il était saoulé en fait. Il était complètement saoulé. On le voyait souffler, on le voyait pas désintéressé, mais il était saoulé quoi. Il était vraiment saoulé. C'est clair, il a l'air vraiment au bout, quoi. Enfin, genre, il a plus l'envie, j'ai l'impression, ça se voit. Ça se voit quand il coach. Moi, je suis pas d'accord. Pour une raison simple, il a re-signé cet été et s'il avait plus la motivation, plus autant de motivation pour diriger une équipe, il aurait pas re-signé, il aurait pris sa retraite. Il a Surtout re-signé, mais il qu'il s'en va la, quand il il la veut. mériterait. Oui, mais je veux Ouais. dire, il a re-signé, donc il revient, donc ça veut dire qu'il a quand même encore la flamme. Mais c'est vrai qu'il a l'air plus fatigué, mais je pense aussi que il est pas d'une première jeunesse, Pop. Je pense qu'aussi c'est mieux pour lui qu'il soit moins acharné et qu'il pousse moins de gueulante à tous les matchs, même s'il s'est déjà fait éjecter une fois cette année. Oui, enfin, la façon dont il s'est fait Ouais. Pour éjecter. quelqu'un qui n'a pas de motivation, Mm, c'est quand même pas mal. Mais La façon dont il se fait éjecter, mais on voit le petit clin d'œil à la caméra, où je sais plus à qui il fait un petit truc, mais il fait un petit clin d'œil qui prouve bien qu'il se fait jeter, mais parce qu'il avait envie oui, de. mais il s'est pas fait éjecter juste pour ça. Il en avait plein le cul Ouais, aussi. C'est un ouais. moment. Il avait prévu de se Ouais, lâcher c'est et ça. puis juste de filer le coaching à Duncan. Ah, Tim. Officiellement, c'est Duncan qui coachait, mais bon, ils étaient Ouais. trois. Euh, on a failli le gagner ce match d'ailleurs. Ouais, Je suis dégoûté. C'était contre les ouais, Blazers, c'est ça? beaucoup espéraient que ce soit Becky, mais ouais, au final, ça a été Tim qui a coaché là. C'était le deuxième C'est match c'est contre vrai les qu'ils Blazers. étaient trois, ils étaient trois avec Ouais, je Oulardi, crois. ouais. Mhm. Je sais plus contre qui c'était. Ouais. Et C'était, puisqu'on ouais, je crois que puisqu'on c'était parle du Portland. coaching staff, qu'est-ce qui cloche cette saison dans le coaching des Spurs, notamment en défense, ou alors en défense ou dans des systèmes offensifs? Qu'est-ce qui va pas cette année? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi les Spurs ont ce bilan catastrophique? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, offensivement, je trouve qu'on n'est pas adapté à la NBA actuelle, quoi. Mais c'est dû aussi aux joueurs qu'on a, mais on est la dernière équipe au nombre de 3 points tentés. Et la première équipe, ou une des premières Je crois que équipes au c'est nombre de 2 premier. points Ouais. tentés, Ouais, évidemment. il me semble que c'est ça. On est Ouais. première, ouais. Mais dans la NBA actuelle, on peut pas gagner sans shooter. Mais pour rebondir sur ce que dit Et c'est pas. Jules, je te coupe juste 2 secondes parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis et Vas-y. j'ai chopé une stat là-dessus, je voulais la caler au début, j'ai pas réussi. L'année dernière, on était aussi la 30e équipe de NBA oui, je crois qu'on était la 30e équipe et on était première en pourcentage Ouais. Mhm. avec 39,2%. Oui, mais là, on n'est Voilà, pas et c'est premier au pour ça pourcentage, par que je rebondis là-dessus. En Cette pourcentage année, à on 3 est points, tu veux également dire. On était 30e. on était la Ouais, dernière pourcentage à équipe 3 points. en nombre de 3 points Dernière tentés. équipe à tenter du nombre de Voilà. 3 points, Et la meilleure exactement. équipe en Et pourcentage. Mais c'est aussi exactement. parce qu'on Et avait cette Davis année, on est Bertans qui met des 30e. cartons à Mm. Washington avec des shoots à 3 Exactement, points, c'est ça. vraiment light van C'est laser. ça. Et cette année, en fait, on est 30e aussi, Ouais. avec le moins de le nombre de 3 points tentés. nombre de 3 points Le tentés. pourcentage est Et par cata. contre, on est 22e au taux de réussite, quoi, avec 34,8%. Donc ouais, la perte de Bertans, au final, Magnifique. elle se Il n'y fait a pas que sentir, la quoi. perte de Elle Bertans. se fait hein. ressentir. Mais- Après, il y a Forbes, voilà, qui arrive pas à retrouver. Il y a Forbes qui est kata. Et il y a qu'on a des shooters sur le banc qui jouent pas, Mhm. comme Desmarais Ouais, Carroll. grand mystère. À mon avis, à mon C'est avis, c'est un le problème mystère de interne. cette Il doit saison. il doit être out of shape ou il doit y avoir un souci avec le staff. Ouais, Parce il y avait que, des rumeurs comme quoi il Ouais. était arrivé trop gros, non, c'est ça? ouais, mais vu que Rudiger a aussi l'air d'avoir beaucoup ralenti par rapport à l'année dernière, Ouais. c'est une histoire étrange. Mais par contre, pour rebondir sur ce que Ravier disait sur les shooters, je pense que en plus d'être un problème de joueur assez évident, c'est aussi beaucoup un problème de coaching staff. Parce que par exemple, DeMar DeRozan, qui est pas connu pour son shoot à 3 points, on a vu cette saison et on avait commencé à le voir à Toronto, qu'il était capable de shooter derrière l'arc. Il l'a montré euh, cette saison. Quand il a vraiment commencé à shooter, on a vu qu'il pouvait mettre ses 3 points. Donc moi, je me demande pourquoi est-ce on lui proposerait pas quelques systèmes pour qu'il puisse shooter à 3 points aussi. Parce qu'il en est capable. C'est pas une question. On a Mais toujours oui. été bon pour créer des systèmes pour nos shooters. Donc pourquoi pas lui proposer, pas que ça soit notre première option à 3 points, mais lui proposer un ou deux systèmes à 3 points
Moi, je pense que vu que c'est pas lui qui a Euh, les meilleurs pourcentages à 3 points, c'est pas à lui qu'il faut faire les systèmes à 3 points. Les systèmes ouais, pour les 3 tu points, peux, c'est pour nos shooters, c'est pour Bellinelli quand il joue, c'est pour Bryn Forbes, mais Bryn Forbes, il a beaucoup de tirs à 3 points en ce tu début peux de les. saison. Juste, Bryn il les met Forbes tire pas. énormément. En ce moment, il est vraiment à Euh, 0/8 à chaque match. Donc, mais sinon, tu les files à Rudiger, qui est pas mauvais bien à sûr. 3 points non plus, qui a prouvé qu'il a une belle mécanique de shoot, qui peut shooter. Ça m'étonnerait pas qu'il puisse sortir en catch and shoot, en sortie d'écran, en truc comme ça. Donc, en fait, Derek White aussi devrait avoir quelques tickets shoot. Mm. Mais Mais il tire de plus en plus d'ailleurs, hein, Derek, hein. ouais, Mais exactement. ça, enfin, depuis, Ouais. depuis la chute, on va dire, de Forbes, Derrick, on le voit shooter de plus en plus à 3 points, quoi. Et ça rentre Et un peu puis, quand même. il tire, Ça rentre un peu. il tire à Ouais, 38. parce qu'il a pas le Exactement. En choix. fait, le problème, c'est que les DeRozan, les Rudiger, les Derrick White, ils shootent à 3 points quand ils ont plus de solution. Alors qu'ils devraient pouvoir shooter à 3 points quand ils ont la place. On sait que Derrick White, par exemple, il aime bien tirer derrière un écran. Ouais. Mais il le fait très peu et je pense qu'il devrait aussi avoir des systèmes pour pouvoir shooter en sortie d'écran. Et le problème de shooter, c'est qu'à part Bryn Forbes, il n'y a personne qui a de système à 3 points et ceux qui tirent à 3 points ne tirent que quand ils n'ont plus de solution. Des fois, Rudiger, il Mm. tire en première intention, mais c'est pas systématique. Non, c'est sûr. C'est Il y a sûr. Patty aussi Patty a qui a des oui, Patty a systèmes. des systèmes aussi, pardon. Ouais, pas de chier des systèmes. Mais Patty, il prend la plupart de ses shoots à 3 points en transition, complètement des accès improbables Et avec il les 3 met. joueurs sur lui. Et ça rentre une fois sur 4. Ou en sortie Mais Mais Patty d'écran, Mills, il Patty aime Mills, bien prendre ça, des tirs en sortie d'écran et même chercher la c'est faute. ça. Mm. Et même, oui, ou en sortie même en d'écran. ball handler, quand il a la balle en sortie d'écran, il les prend. Lui, il a pas peur. Lui, avec Bryn Forbes, je crois que c'est les deux seuls qui ont le feu vert à 3 points. Mm. Et c'est pas normal. Et c'est trop peu. Trey Lyles aussi. Ouais, mais Trey Lyles, c'est aussi que du catch and shoot Oui, en fin de bah, possession ou alors en fin de système, de choses comme ça. en même Mais temps, il a pas de. je vois mal Trey Lyles tenter un step back Non, hein, mais quand même. oui, C'est d'accord. forcément Mais du catch il and a pas de shoot. système pour lui. C'est des shoots dans le corner, par exemple, tu vois. Oui, Ou c'est du sûr. kick out, des Si choses comme ça. Lonnie avait été bon off-ball et qu'il arrivait à bouger sur le Off-ball, ça veut terrain, dire sans ballon. bah, Hein. il serait. Mhm. Ouais, s'il avait un bon mouvement sans ballon, il arriverait à prendre des super shoots Mais parce que Lonnie, ça shoot hyper bien, hein. je suis d'accord, mais déjà aussi, tu peux filer quelques systèmes à Lonnie. D'ailleurs, c'est aussi, je pense, pour ça que Bellinelli joue Non, mais encore. Lonnie, Mais en fait, Lonnie ne sait pas bouger sans Ouais. ballon, c'est un délire. ouais, Je sais pas ce qu'il fait il a des sur le mouvements terrain, très mais bizarres. il sait pas bouger. Il est collé à ses partenaires. On nous sait pas ce fait, qu'il il nous fait. fait des trucs Perdu. chelous. Mais je pense pas que Lonnie Walker s'inscrive justement dans cette question de qui doit shooter, qui doit avoir shooté à 3 points en priorité. Parce que Lonnie Walker, s'il reste en sortie de banc, ce qui je pense va être le cas, il a un super rôle d'energizer et puis il peut se créer son tir tout seul. Et avec Rudiger en seconde unit, c'est les seuls qui peuvent vraiment se créer leur tir régulièrement avec consistance. Et puis Lonnie est très bon Ouais. près du panier et je pense que justement il doit aussi beaucoup se servir de cette habilité à aller près du panier. Les gars, parlons maintenant de la défense et du coaching avec la défense. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur les systèmes défensifs qui peut nous handicaper? Déjà qu'on passe sous les écrans, comme on a dit tout à l'heure, Mhm. pour déjounter, mais c'est pareil pour beaucoup. C'est pas normal. Ce qui est Et pas le normal. plus gros problème qu'on a et on n'a pas vu on a vu la seule amélioration qu'on a vue, c'est on voit un petit peu plus d'aide défensive, mais elles sont très mal timées et les joueurs ne reviennent pas sur leur shooter, donc c'est n'importe quoi. Et le plus gros problème de notre défense, je pense, Horrible. j'ai d'ailleurs écrit un article exceptionnel sur la défense des Spurs, Merveilleux. C'est disponible vrai. sur Que vous pouvez Spurs retrouver Nation. sur le site de la Spurs Nation Le meilleur France. article Exactement. ce jour. C'est quoi le titre qu'on le retrouve Et facilement? qu'est-ce qui cloche avec la défense des Spurs? Je crois que c'est ça. Très beau titre. Alors, Euh, dis-nous. Un des problèmes principaux, c'est qu'on a en 25 matchs, on n'a vu aucune amélioration dans les rotations défensives. Quand il y a un joueur qui, par exemple, quand il y a un joueur qui doit venir aider ou qu'il y a un joueur qui perd son joueur, qui se perd dans un écran, quoi que ce soit, il n'y a aucune pré-rotation. Donc les joueurs ne quittent pas leur assignement. Normalement, ils devraient, c'est compliqué d'expliquer vocalement, mais ils devraient tous se décaler d'un cran pour aller, par exemple, sur le joueur d'à côté pour recréer justement, même si après il y a des mismatchs, au moins avoir quelqu'un dessus. Ce qui n'est absolument pas le cas, ce qui fait que ça libère des shooters. La défense en transition, pareil, personne ne va sur les shooters et ils shootent librement. C'est Je une crois que c'est catastrophe clair, de du A coup. à Z, cette défense. Moi, j'ai juste une question. Je vais mettre un peu d'huile sur le feu, mais est-ce que les rumeurs de Becky Hammon qui a postulé pour le poste de coach Onyx, est-ce que ça crée pas une petite tension au sein du coaching staff? Non, je pense pas.
Non? Je pense pas non plus parce que c'est pas la première fois qu'on parle de Becky Hammon ailleurs. Ouais. Du coup, mais par contre, c'est bien que tu reviennes sur le coaching staff parce que je pense que aussi une des raisons de notre faillite défensive, c'est qu'on a perdu 2 membres très importants cet été. C'est Ime Udoka et Messina. Ouais. C'est ça. Ettore Messina Euh, qui est parti à Milan. Et ouais, et Udoka qui est parti à Philadelphie, je crois. Ouais, premier assistant. Exactement. Et ces assistants coachs, ils avaient quand même un rôle important dans le système de Popovich. Et peut-être que Tim Duncan, Becky Hammon et Will Hardy n'ont pas les mêmes. D'ailleurs, je pense que c'est presque sûr qu'ils n'ont pas les mêmes capacités pour organiser une défense qu'avaient des Ettore Messina, qui était aussi connu pour son jeu assez lent, un peu à la Popovich justement, et très très axé sur la défense. Et je pense que c'est un des gros problèmes de cette équipe cette année. Bah oui, puisque Becky, on sait qu'elle est plus sur les jeunes pour les faire progresser, tout ça. On l'avait beaucoup avec Derrick White l'année dernière. Et je pense pas que Duncan y Mhm. soit réel. Enfin, j'aimerais que ce soit dans l'avenir un très bon coach, mais j'ai un doute là-dessus. Pour le moment, c'est un assistant en première année, Oui, quoi. mais tu vois, c'est juste, il n'a pas le bagage. oui, mais j'ai un doute sur le niveau, quoi. Ouais, c'est un consultant, C'est un quoi. rookie. Je pense qu'il a été juste pris parce que Pop, il avait besoin d'avoir quelqu'un avec lui, quoi. À mon avis, ça veut quand même dire qu'il a quelques compétences quand même. Ben, on l'a beaucoup vu parler cette année avec Lonnie Walker. Oui, Justement, il lui donne c'est vrai. beaucoup de conseils, il lui explique des choses. Je trouve ça super cool, justement, que ce soit lui qui s'occupe aussi des jeunes parce qu'il a l'expérience d'être un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce monde. Mhm. Et du coup, c'est super cool. Mais je pense que en fait, le seul problème de Duncan, c'est qu'il est en première année de coaching, qu'il apprend, mais que même s'il a côtoyé Pop pendant 20 il ans, connaît le système, je pense. il doit aussi apprendre, il connaît ce système, mais il doit apprendre, le système évolue aussi, Oui. évidemment, et il doit apprendre justement comment coacher une équipe, parce que c'est un travail complètement différent. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on manque peut-être d'expérience. Will Hardy, je crois aussi que c'est sa première Je année. sais pas du Bon, tout. ça fait très longtemps qu'il Je est suis chez pas les Spurs. sûr, hein. Il a commencé la vidéo, Ouais, je sais ouais. plus trop quoi, et il est monté en grade chaque année, mais c'est peut-être sa première année en Je crois que troisième à ce poste-là, ouais. Ouais, mais je crois que c'est sa première année sur le banc, si je dis pas de conneries, parce que l'année dernière, on Ouais. avait Udoka, Messina et Amon. Ouais, il Je était crois juste que c'est sa derrière, ouais. première année sur banc. Donc si c'est le cas, ou alors si c'est même sa deuxième année, on a 2 Ouais. coachs rookies quasiment sur notre banc. Et voilà. Et Becky Hammon qui n'a jamais coaché d'équipe, qui est une ancienne joueuse pro quand même, mais ça n'a pas la même, ça n'a pas la même portée qu'Ettore Messina, qui lui est un coach qu'on connaît, un grand Un coach. coach référencé, ouais. Ouais, exactement. Alors, je viens de regarder, Will Hardy, c'est sa 4e année Ah ouais? en tant qu'assistant coach. Et on a en plus Mitch Johnson, qui est pour lui. Ouais, le petit jeune, là, il a une tête de joueur. en assistant. Ah ouais, Ouais, ok. c'est Si vous vrai. voyez qui c'est. Ouais. Il a, Voilà, c'est il ça. a 33 ans, lui. Je sais pas, moi je regarde que le médecin qui est à côté de. Qui a, Ah, qui il a est au bout de passionnant moi. avec son bouc, lui, on l'adore. Il bien a une sûr. bonne tête. Avec sa belle barbe. Bah, quand il se lève, c'est pas bon signe, hein, généralement. Bon, messieurs, je vous propose de finir avec un quiz. Est-ce que ça vous va? Bah écoute, Allez, Ouais. C'est parti, game time. Donc messieurs, on va commencer avec une question plutôt facile. Est-ce que vous pouvez me donner le surnom de George Gervin? Iceman. Iceman. C'était qui la réponse? Je crois que c'est Ouais, c'est c'est- Jules qui l'a eu en premier. Quoi? Quoi? non, c'est pas moi. Ah, c'est Non, VX c'est pas ou moi. c'est Benj? Non, c'est moi. Allez, On l'a dit en même temps, hein. C'est VX. un point, Ah, moi je l'ai entendu. Bon, d'accord. Moi je l'ai entendu après. C'est mais- Clément. ok. un point pour Benjamin. Oh putain. Allez, bah, je suis l'arbitre, hein, c'est comme ça. Hein. Yes. Et Ah les gars, ouais, qui peut me d'accord. citer le 5 majeur de la finale 99? Oh. Oh putain. Duncan, Ah, bâtard. Robinson, Euh, je dirais Elliott. Ouais, J'y suis ou pas? ouais, pour l'instant on est bon. Ouais, mais il y a 5 joueurs dans 5 en fait. Voilà, ça, là c'était un point majeur. Là. Attends, merde. Si quelqu'un me donne un autre nom, Avery Johnson, Avery Johnson, bien vu. je sais pas le dire. Il en Et reste le plus qu'un. dernier, c'était quoi notre poste 2 à l'époque? Petit indice, il ressemble à un plombier j'ai- de Nintendo. Mario Eli? Mario Eli, bien vu. Ah, bien vu. ouais. Je sais pas trop à qui a donné le point parce que vous avez tous donné des noms par-ci par-là. Donc je vais le donner à personne puisque vous Donne-le avez à moi. pas donné. Vous avez pas donné le 5 majeur. Ouais, mais C'était c'est ça la pas- ça, question. c'est parce que VX c'est nul. Exactement. Bah, VX c'est nul, mais il a donné 3 noms en attendant. Hein. Il est plus facile. On a parlé de la Marcus Aldridge dans ce podcast et notamment de son apport offensif.
Donc là, attention, le point sera à celui qui est le plus proche de la réponse. Donc vous passerez un par un. Quelle est sa moyenne de points en carrière, en saison régulière? On va commencer avec Clément. Je dirais 21,5. Ok, Benjamin. J'irais 19,8. Et Jules? Je dirais 19,5. Ok, c'est 19,6. Foiré. Yes. 19,6. Non Jules, un Ouais, point c'est pour toi. bon, putain, je suis con. Bien joué, Quel bien joué. enfoiré. Yes. Il a aucune imagination. Alors c'est faux, j'avais prévu cette réponse depuis le début. Les gars, qui a le meilleur pourcentage à 3 points de l'histoire des Spurs sur une saison? Pogazol. Oh putain, Bien vu. c'est il y a 2 ans en plus. Ah ouais, moi 3 Bien ans, vu, je j'étais crois. parti 3 ans sur Danny Green. Je crois que c'est 3 ans, ouais. Parce qu'il fait une saison un peu morte. C'est vrai que Le score, c'est Spurs, 44,4%. C'était hallucinant. Bien joué, Jules, tu prends les devants avec 2 Mhm. points. Non, c'est Clément. Non, c'est toujours moi. Non, c'était Benj. Non, toujours Ah pas. non, c'est Benj. Ok. Ouais, c'est Bien moi. joué, c'est Benj, tu prends les devants avec 2 points. Et les gars, le meilleur pourcentage au tir. C'est-à-dire Le meilleur pourcentage au tir sur une saison. Qui a réalisé ça? C'est un peu compliqué. C'est-à-dire quel Dennis joueur a Rodman réalisé les meilleurs pourcentages, c'est ça? Ouais, quel joueur a réalisé le meilleur pourcentage au tir Je dirais sur une saison? Bertens. Non, T'es un malade. c'est 62% le score. Ah mais c'est pas C'est c'est vieux pas ou 2 c'est points, 3 récent poinnt lancé franc, c'est vraiment que Non, C'est c'est tout juste. cumulé. Ah Ouais. ouais, d'accord, OK. Bah, c'est un intérieur alors forcément. 62%. Deadman Moi je dirais Robinson. Non. Ça commence par un A, le prénom. Avery Ça commence par un A. Johnson. Non, Euh, les initiales c'est AG. Aaron Gordon. Artis Gilmore. Artiste Oh, Gilmore, bien vu. putain. Oh, pas mal. Exact. Yes, Qui a Ouais, répondu? Ouais, bon voilà, c'était un intérieur, j'avais C'est raison. quoi. Ravière. c'est moi. C'est C'est Ravière. Jules. Égalisation de Jules qui a 2 points, Benjamin 2 points, Clément 0. Les Ouais. gars, ça sera pour vous départager peut-être. Sauf si. C'est la dernière question? Ouais, c'est la dernière question. Oh putain. Quel est le seul joueur avec 3 titres pour les Spurs, ni plus ni moins? Bruce Bowen. Oui, Bah, bien attends. vu. Non Quel Il est- gagne sur le buzzer. Yes. Ah, le Putain, mais fumier. j'ai bugué Eh oui. sur la question. Le shoot au buzzer de Jules. Je pensais à Matt Yes. Bonner. J'étais en train de réfléchir à Matt Bonner, mais je crois qu'il a pas eu 2005. Donc, Et voilà. Et non. Ah, pas mal. Bien joué. C'est Félicitations. gagné. Jules gagne le premier Merci, quiz de merci. l'histoire de Spurs Break. Et Qu'est-ce Yes. que ça on fait? peut l'applaudir. Bravo. Voilà, applaudissez-le Ouais. pas trop quand même. Qu'est-ce que ça fait de gagner? Bah écoute, ça fait plaisir. Ah, bravo. On peut s'arrêter là. Un discours poignant. On arrête Un l'émission. discours pour la victoire. Bon les gars, merci. Évidemment. Avant de finir, je voudrais remercier quand même Thibaut d'Off Axis Production pour le générique. Il a un super prénom en plus. J'ai cru qu'il allait s'auto-congratuler. Ah ouais. Merci à Thibaut, c'est moi. Pareil. Un grand merci aussi aux podcasteurs de la communauté NBA en France pour leurs précieux conseils. On nous a bien aidés, c'est assez cool. Et merci à vous trois les gars. Bah merci à toi. Et merci à toi. Merci. Merci. À dans un mois, on se retrouve en 2020 pour un nouveau numéro de Spurs Break. À l'année prochaine. Ciao.